Une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Cette citation du président, capitaine Thomas Sankara, Thomas Pic, est l'illustration parfaite de la mobilisation populaire qui a précédé la chute de l'ancien président Blaise Compaoré le 31 octobre 2014. Cette émission, nous la consacrons à l'an 11 de l'insurrection populaire commémorée le 31 octobre 2025. Bonsoir fidèles téléspectateurs et bienvenue au 100% Info du jour. Merci pour votre fidélité à ce programme de la télévision Burkina Info. Et c'est sur une victoire que nous tenons cette émission, celle de Paul Domon, vainqueur de la 36e étape du Tour du Faso ce dimanche. À présent, place au débat. 31 octobre 2014, 31 octobre 2025, il y a exactement 11 ans que le peuple burkinabé, debout comme un seul homme, s'opposait à la révision de l'article 37 de la Constitution qui permettait au président Blaise Compaoré de briguer un 5e mandat après 27 ans de pouvoir. Pendant plusieurs jours, femmes, opposition, société civile, acteurs syndicaux ont manifesté une farouche opposition à la révision constitutionnelle et la mise en place d'un Sénat. Face à la pression et au soutien de l'armée, le président Compaoré a été contraint à la démission le 31 octobre 2014. Et cette lutte n'a pas été sans conséquences. Plus d'une trentaine de personnes ont perdu la vie dans les représailles et plus de 600 blessés enregistrés. 11 ans après, il est toujours important de regarder dans le rétroviseur pour mieux se projeter dans l'avenir. Et nous parlerons de ce sujet avec nos invités. Mais avant, retour sur l'actualité, sur la commémoration du 31 octobre 2025 dans ce reportage de Sekou Ouedraogo. Au prix de leur vie, ils ont consenti le sacrifice ultime. À ces martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, ainsi que ces héros du putsch manqué du 16 septembre 2015, la nation burkinabé reste reconnaissante pour le sacrifice suprême. En cette journée commémorative du 11e anniversaire de ces deux événements douloureux de l'histoire de la patrie, les autorités burkinabées rendent un hommage mérité à ces fils et filles qui ont sacrifié leur vie pour la libération de la mère patrie. C'est le prix à payer. Si nous voulons libérer notre nation, il faut forcément que les gens tombent. Actuellement, il y a les FDF qui tombent tous les jours. Nous avons des VDP qui tombent. La population même meurt tous les jours. Mais c'est le prix comme ça. Parce que nous devrons accompagner notre président. C'était le début de la révolution. On a dû mettre Blaise Compaoré dehors pour pouvoir démarrer ce peuple-là. Sinon, on a assez souffert. 27 ans. Et le jour de son départ encore, d'autres n'ont pas eu la chance de repartir à la maison. Donc, ce que nous retenons aujourd'hui, nous sommes à la révolution. Et c'était le début de la révolution en 2014. Et je pense que le peuple est debout à jamais. Et nous pensons pouvoir faire le mieux encore pour qu'Ibrahim Traoré réussisse sa mission que le peuple l'a confiée. Ces deux événements ont fait 33 morts, plus de 600 blessés et occasionné d'énormes dégâts matériels. Les blessés ainsi que ceux qui ont perdu la vie étaient internés au centre hospitalier Yalgado Ouedraogo pour des soins pour certains et l'identification des corps pour d'autres. Un travail qui a mobilisé des agents de toutes les formations sanitaires du Burkina avec pour chef d'équipe l'ancien directeur général de l'hôpital Yalgado. Nestor Sangaré garde toujours en mémoire l'engagement et la détermination du corps médical autour de ses victimes. Ça a été une mobilisation vraiment de tout le corps médical et paramédical et d'autres personnes pour la prise en charge de ces blessés que nous avons eu à gérer pratiquement certains pendant même 3 mois d'hospitalisation. Et donc avoir l'attention que les autorités leur accordent. Nous souhaitons toujours que les autorités continuent à leur accorder cette attention et cette considération, et cette reconnaissance de leur sacrifice. Il y a beaucoup en tout cas qui ont été soignés, bon, mais il y a certaines formes de blessures aussi, ça ne peut pas disparaître totalement. Mais déjà c'est encourageant et sur le plan moral, ça donne confiance aux blessés et surtout la fierté
de n'avoir pas été blessé pour rien. Aujourd'hui, avec l'avènement du MPSRD, une commission de dédommagement des familles des victimes a été mise en place et le processus de dédommagement des familles et les ayants droit des victimes est en cours, confie le président de l'association des victimes. Sur ce plateau, nous avons trois invités pour revenir sur l'actualité le 31 octobre 2025. Je vous présente Victor Pouaoulabou, il est le président de l'Union des familles des victimes de l'insurrection populaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et notre bonsoir aussi à Benewende Stanislas Sankara. Il a plusieurs casquettes, mais on garde celle de l'insurgé et de l'acteur politique, en tout cas dans le temps, en 2014. Bonsoir. Et notre bonsoir aussi, nous l'adressons à Aboubakar Sidiki Zerbo, enseignant logistique et transport, acteur de la société civile, qui est là avec le regard de la jeune génération. Bonsoir. Bonsoir, madame. Le décor, il est campé, très chers téléspectateurs. Il y a donc 11 ans que les faits décrits plus haut se sont produits au Burkina Faso. Le temps est vite passé, mais il n'a pas altéré le souvenir, bien heureusement. La première question, nous allons l'adresser à Benewende Sankara. Quels sont les souvenirs que vous avez de ces événements? D'abord, des souvenirs très douloureux. Comme le reportage le dit, l'insurrection a eu pour conséquence beaucoup de victimes. Des Burkinabés y ont laissé la vie. Il y en a qui sont des personnes vivant maintenant avec un handicap. Et beaucoup aussi ont perdu leur emploi. Il y a eu aussi des dégâts matériels. Donc quand on regarde dans le rétroviseur, une insurrection nationale, une insurrection de tout un peuple, eh bien c'est historique et ça ne peut jamais s'oublier. Donc on a beau égrener le temps, 11 ans après, les souvenirs demeurent vivaces. Mais c'est aussi le prix le plus fort que notre peuple se devait de payer pour sa liberté, pour sa dignité, pour ce qui convient aujourd'hui d'appeler sa souveraineté véritable, c'est-à-dire prendre en main son propre destin. Et comme vous citiez à l'entame le président Thomas Sankara, effectivement, quand la jeunesse qui est faite de lance prend ses responsabilités en âme et conscience, accepte de jouer son rôle de se libérer, eh bien, elle va jusqu'au bout. Donc, la première conséquence immédiate, c'est que le président Blaise Compaoré en a payé les frais. Il a dû abandonner son pouvoir et se réfugier en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée lui-même a été obligé de partir, laissant donc un pouvoir vacant. Donc la conséquence politique a été la vacance du pouvoir, avec tout ce qu'on a connu comme événements qui ont succédé. Donc je me résume pour dire, 11 ans après, le souvenir, il est là, têtu, vivace, mais c'était l'histoire de notre pays qui se jouait. On a cette belle image de vous, Maître Benewende, tenant le drapeau du Burkina et courant aux côtés des manifestants. Alors, dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez en ce moment? Dans l'esprit de l'insurgé véritable? Madame, c'est une longue histoire. Voyez-vous, mon engagement en politique à travers un parti qui est l'Union pour la Renaissance Mouvement Sankariste, a vu le jour au lendemain des événements de Sapui, c'est-à-dire la mort tragique du journaliste Norbert Zongo, qui était un ami et qui enquêtait dans un de mes dossiers, l'affaire David Ouedraogo.
Souvent, je dis, j'ai eu peut-être... c'est douloureux, mais voir des corps fumants, dont celui de Norbert Zongo, ce jour-là, j'ai dit, la vie d'un homme n'a de sens que le sens que vous-même vous donnez à votre vie. C'est ainsi que, du prétoire, je suis allé pratiquement dans la rue et finalement, nous avons mené un combat institutionnel à travers l'Assemblée nationale. Pour me résumer, nous avons pu en 2009 obtenir des réformes et avec ces réformes, j'ai été le premier chef de file de l'opposition politique avec une feuille de route, un agenda qui était de faire en sorte que le président Blaise Compaoré respecte la Constitution. Donc, ce combat qui m'a amené à assumer un certain nombre de responsabilités au sein de l'Assemblée nationale, avec pour objectif de permettre à notre démocratie d'être vraiment une vraie démocratie, s'est heurté à la révision de l'article 37. Et rappelez-vous que depuis 2011, le mot d'ordre c'était que Blaise doit dégager, il ne doit pas faire un mandat de plus en 2015. Et durant toutes ces années, jusqu'à la date fatidique du 21 octobre 2014, où le gouvernement a décidé de faire programmer, de faire enrôler le fameux décret à l'Assemblée nationale, il n'y a eu qu'un combat. Donc, ce jour-là, notamment le 28, tout a commencé par le 28 octobre, avec la déclaration par l'opposition de la désobéissance civile, personne n'a fermé l'œil, et on s'est dit ce jour-là, eh bien on partait pour mourir pour ce pays-là, s'il le faut. Donc, l'insurgé que je suis, c'est le révolté qui a essayé par tous les mécanismes démocratiques de faire entendre raison. Rappelez-vous également qu'en septembre, le président Blaise Compaoré avait ouvert des négociations avec l'opposition en vue de trouver une solution qui ne pouvait être que le retrait par lui de son fameux décret. Mais en réalité, il n'en voulait pas. Donc il a préféré justement un rapport de force. Ce rapport de force, c'est quoi? C'est que le peuple du Burkina Faso prenne conscience qu'il joue sa dernière carte face à un pouvoir têtu. Donc, on partait à l'Assemblée nationale, comme vous l'avez observé, c'était avec le peuple qui a été invité à cette Assemblée nationale, parce que le règlement de l'Assemblée nationale dit que les débats sont publics, et le peuple s'y est invité, aux côtés des députés de l'opposition. Donc nous, notre rôle était celui d'être aux côtés de notre peuple, pour mener le combat que notre peuple a mené. Et comme des gens sont morts, nous aussi, on aurait pu mourir dans ces flammes de l'Assemblée nationale, puisque nous étions à l'intérieur. Donc, on y partait avec tous les risques possibles, mais avec la ferme conviction que la bataille était en faveur du peuple burkinabé. Ça se voit que vos souvenirs sont toujours intacts, Maître Béniwende Sankara. Je me tourne vers Pouaoulabou Victor. Vous êtes le président de l'Union des familles des victimes de l'insurrection populaire. Et si on doit remonter le temps, comment est-ce que vous avez vécu la perte de votre frère dans ces événements? Merci madame, merci pour cette invitation. En tout cas, la date du 31 octobre 2014, c'est quand chaque 31 octobre 2014 arrive, 2025 maintenant, c'est comme moi, je vois comme si c'était hier, quoi. C'est vraiment, je peux dire que c'est tout le peuple qui était dehors pour mettre Blaise dehors. Mais malheureusement, il y a d'autres qui n'ont pas pu retourner à la maison. Et j'ai fait partie. Et je pense que
c'est comme Maître disait tantôt, c'est le prix à payer. Parce que Blaise, 27 ans, ce n'est pas 27 jours. Je pense que les 27 ans qu'il a fait là, au pouvoir là, c'est les mêmes enfants qui l'ont chassé. C'est les mêmes. Ce n'est pas notre génération qui a chassé Blaise. C'est ceux qui sont nés sous Blaise là qui l'ont chassé. Ceux qui sont nés sous Blaise qui n'avaient pas de travail. Ceux qui sont nés sous Blaise qui étaient devenus pratiquement des délinquants parce que beaucoup voulaient du travail mais ils n'en trouvent pas. Et Blaise a créé les djihadistes avec ses partenaires et ses enfants étaient forcément tout le temps enroulés. Donc, c'est pour dire que il fallait payer le prix. Le jour est arrivé, nous avons tous sorti et nous avons payé le prix. Et ceux qui sont tombés, je pense que c'est leur devoir qu'ils ont fait, ce sont des martyrs. Donc moi, je ne fais que féliciter tout le peuple burkinabé pour sa bravoure. Parce qu'on ne pouvait pas croiser les bras et continuer à le laisser faire ce qu'il veut. Parce que le pouvoir appartient au peuple, le pouvoir n'appartient pas à Blaise Compaoré. C'est ce qu'il a oublié. Donc aujourd'hui là, je pense que le pays est en train d'être libéré par Ibrahim Traoré. Nous allons revenir sur ce point. Alors, Sidiki Zerbo, le 31 octobre 2014, vous étiez acteur de l'insurrection ou au rang d'observateur? J'étais observateur, mais acteur lointain, puisque j'étais jeune étudiant de l'extérieur. Et ce jour-là, nous sommes sortis avec nos amis sénégalais, congolais, ivoiriens et maliens, marcher dans les rues de là où on était pour réclamer justice et le départ de Blaise. Donc j'étais observateur lointain. Et ces événements, lorsque le président Compaoré a rendu public sa démission, cela vous a satisfait? Vous avez été soulagé? Bon, d'abord, j'étais étonné, puisque je n'avais jamais imaginé qu'un jour, on peut mettre Blaise on peut chasser Blaise de telle façon. Puisque, bon, nous sommes nés sous Blaise Compaoré, puisque moi, j'ai l'époque de la Révolution. Et pour les gens de ma génération, Blaise, qu'on appelle le Blasco, était comme un cow-boy, comme un dur qui était indéboulonnable, quelqu'un qu'on ne pouvait pas déraciner facilement. Donc nous avons pensé peut-être que c'était un coup d'État, ou bien il allait mourir au pouvoir. Mais quand on a pu que Blaise partait, franchement j'étais étonné. Mais j'étais étonné à la fois, fier de mon peuple, parce que ce jour-là, à la face du monde entier, le Burkina Faso a montré que la bravoure, la détermination, le courage et l'abnégation peuvent venir à bout de n'importe quel régime dans ce monde-là. Ce jour-là, les Burkinabés ont montré qu'un peuple debout peut déraciner n'importe quel dirigeant. Ce jour-là, les Burkinabés ont donné raison à François Mitterrand qui disait qu'un dictateur n'a pas encore de concurrent tant que le peuple n'a pas relevé le défi. Donc ce jour-là, franchement, j'étais fier d'être burkinabé. Et nos camarades de classe d'autres nationalités nous ont envié ce jour-là. Puisque eux, ils ont les Paul Biya, les Sassou Nguesso, il y a des mains qui n'arrivent pas à chasser. Et nous, on a fait ça en 3 jours. Alors, je reviens à Maître Sankara. Au départ, le mot d'ordre était le retrait de l'article 37. Finalement, face à la pression, le président a démissionné. Est-ce que réellement vous vous attendiez à cette démission? Comme on le dit, hein, à malin, malin et demi. Je crois que le président Blaise Compaoré est tombé lui-même dans son propre piège. En fait, en 2000, il avait usé des mêmes subterfuges suite au soulèvement qu'il y avait du fait de la mort tragique du journaliste Nobel Zongo. Rappelez-vous qu'il avait dissous le gouvernement et il a coopté l'opposition pour tuer le mouvement. Cette fois-ci, il a essayé en réalité la même manœuvre, en commençant un semblant de dialogue pour avoir du temps. Et par la suite, il a vu que la pression populaire dépassait le cadre des partis politiques. En fait, c'était un sursaut patriotique qui l'a surplombé. C'est ça qui l'a pratiquement égaré. Et le 30, quand il a compris
justement que ça n'allait pas prospérer, il a retiré in extremis le projet, mais c'était trop tard. Je vous ai dit que depuis 2011, le mot d'ordre que l'opposition politique avait lancé était « Blaise, dégage ». Et je vous ai expliqué, en rappel, que nous sommes dans un état dit de droit. Même si c'est de façade, les mandats étaient limités. Les premiers mandats, c'était des quinquennats. Et en 2005, en principe, il était à son dernier mandat de quinquennat. Mais il a modifié la Constitution pour se représenter. Donc, en modifiant cette Constitution avec la majorité de l'Assemblée nationale mécanique, il est arrivé à un stade où il n'avait plus confiance à l'Assemblée nationale parce qu'en tant l'opposition est arrivée en force, notamment avec les élections de 2012. Il a créé son CCRP qui n'a pas fonctionné pour les réformes, croyant mettre en place un Sénat. Et les mots d'ordre catégoriques, c'est pas de Sénat, pas de référendum, pas de modification de l'article 37. Donc il avait en tout cas le dos au mur. Maintenant, pourquoi il a retiré? Il a retiré parce que, comme il croyait que dans la négociation... Parce qu'il n'avait plus le soutien de l'armée. Pas le soutien de l'armée, parce que jusque-là, l'armée a joué sa neutralité républicaine. Mais il a joué, il a surfé sur les partis politiques qui acceptaient de composer avec lui, y compris même des partis politiques de l'opposition. C'est pourquoi je vous donne l'exemple de 2000. Mais cette fois-ci, quand il a retiré son projet pour dissoudre le gouvernement, la réaction systématique a été de dire, maintenant, ce n'est pas le retrait seulement de la loi, mais c'est ton départ, ta démission. Et tout convergeait à ce que ce peuple-là demande le départ de Blaise Compaoré avant les élections de 2015. Est-ce que réellement l'opposition était préparée au départ de Blaise Compaoré? Parce qu'on a vu au CEFOP que ça a été une surprise. Et la suite des événements aussi a confirmé un peu cela. C'est vrai que dans l'opposition, la feuille de route, clairement, c'était on ne modifie pas l'article 37. Mais dès lors que le rapport de force a changé en faveur de l'opposition, la position a évolué au sein des partis politiques de l'opposition. Donc, la position dominante était la démission. Et si vous vous souvenez, quand Blaise Compaoré s'est adressé à son peuple en disant que je retire mon projet, immédiatement, il y a eu un meeting au siège du chef de file de l'opposition politique pour dire « Blaise, dégage, maintenant on veut ta démission ». Ça, c'était le 30. Et tout le Burkina Faso était en ébullition pour demander son départ. Donc, il n'avait autre choix que de fuir le 31. Alors, nous allons évoluer dans le débat. La question est, il est vrai qu'on n'arrive pas à prédire le futur, mais avec ce que le Burkina Faso a vécu 10 ans après ces événements, après l'insurrection populaire, si cela devait peser dans la balance, est-ce que réellement les populations seraient sorties? Est-ce que l'opposition même allait appeler les populations à sortir pour réclamer le départ de Blaise Compaoré? Si on se retrouvait en 2014, ah oui. Et qu'on voyait ce vers quoi le Burkina allait. Je parle de l'insécurité, notamment. Non, le président Blaise Compaoré n'est pas vraiment le bon Dieu. Non, il est arrivé au pouvoir dans des conditions que tout le monde connaît. Il a massacré le président Thomas Sankara. N'oubliez pas que, avant qu'on ne parle de démocratie, il a fait le Front populaire pendant 4 années. Et depuis le discours de la Baule, on s'est réuni à une constitution en 1991. Pendant ces 27 ans, ce que notre peuple a subi, c'est quoi? C'est l'extrême pauvreté,
c'est des questions d'emploi. Les jeunes, comme le grand frère le disait tout à l'heure, étaient laissés à eux-mêmes. Et les revendications sociales se multipliaient. Mais malgré tout, on nous parlait d'une relative stabilité. Fondée sur quoi? C'est vrai qu'à l'époque, le Burkina Faso acceptait d'accueillir sur son sol des djihadistes. Et c'était connu. Le Burkina même jouait les médiations sous Blaise Compaoré. Ça, c'est encore une histoire récente. Donc, les attaques qu'il y a eu à partir de 2015, dès qu'il a fui, c'était pour renvoyer l'ascenseur et dire, moi, j'arrivais à dompter peut-être les djihadistes, j'arrivais à faire peut-être du business, des deals avec des djihadistes, moyennant quoi? Qui n'attaquent pas le Burkina Faso. C'est ce qu'on peut peut-être supposer. Mais à vrai dire, le départ de Blaise Compaoré, ce n'était pas une revendication politicienne. C'était une revendication de la souveraineté de notre peuple, de sa liberté. Et je vous ai dit au début, c'était par rapport à sa dignité que cette jeunesse a accepté de se sacrifier pour dire, tant qu'on ne le déboulonne pas, la preuve, Gerbo disait tout à l'heure que lui, il n'a pas connu. Il a suivi les événements étant à l'extérieur, mais il faisait la fierté dans le concert des autres pays de voir un peuple en sursaut pour exiger le départ de quelqu'un qui est resté pendant plus de 27 ans au pouvoir. Alors, Pouaoulabou Victor, je reviens à vous. La prise en charge des blessés de l'insurrection populaire après les événements de 2014. On sait que ça n'a pas été facile. On se rappelle ces séries de conférences de presse organisées par les blessés eux-mêmes et même d'autres fêtières pour interpeller le gouvernement sur la prise en charge de ces blessés-là. Est-ce que à ce moment-là, au niveau des familles, notamment au niveau des blessés même que vous avez peut-être côtoyés, est-ce que le découragement gagnait du terrain? Oui, merci. Moi, je pense qu'au niveau des blessés, ça, au tout début, jusqu'à l'heure où je vous dis, il y a eu une partie qui est partie en Tunisie se soigner au tout début. Mais le reste, là, il y a d'autres qui marchent toujours avec des séquelles, qui marchent avec des balles même, que j'en connais. Toujours. Bon, c'est ça qu'on ne comprend pas avec nos pouvoirs politiques, là. Et des gens qui ont lutté, c'est le peuple qui a lutté pour chasser Blaise. Bon, maintenant, ceux qui ont récupéré ce pouvoir, tout ce que vous devrez faire, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui avez tiré sur les enfants. Pourquoi bloquer les dossiers? Vous ne voulez pas les faire avancer. C'est des humains. Ce sont vos enfants. Mais pourquoi ne pas envoyer tout le monde se soigner? Vous enlevez une partie, l'autre partie, ce ne sont pas des moutons. Donc, à nos jours, c'est toujours la galère. Si je prends par exemple les morts, les enfants, les orphelins, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui est fait. Pourtant, ils bénéficient du statut de pupille de la nation. Il y a le pupille de la nation, c'est vrai, la loi a été votée, mais elle n'a pas été appliquée jusqu'à maintenant. Mais ce que je sais, au niveau des militaires, aujourd'hui, qui sont tombés au front, les familles aussi font partie maintenant de cette pupille-là. Je ne sais pas si c'est ça qui fait traîner, mais c'est vrai que ce pouvoir actuel, ils ont beaucoup à faire. Ils ont hérité vraiment de beaucoup de problèmes. Je ne dis pas que c'est nous seuls seulement aujourd'hui, mais je pense qu'ils sont là-dessus. Mais quand est-ce que ça va avoir lieu maintenant, c'est ça que nous ne connaissons pas. Mais si, au niveau des dédommagements des familles, aussi il y a plus de 6 000 dossiers. C'est plus de 6 000 dossiers. Alors, ils ont commencé à dédommager certains. Je ne peux pas vous donner le nombre qui ont été déjà dédommagés, mais il y a quand même une avancée significative. Mais ça continue. Donc, il nous reste encore pas mal de trucs à faire. Même la scolarité des enfants, ça fait 2 ans. Il n'y a rien pour l'instant. Bon. Ça dit, c'est la vraie galère de la population était laissée à les professeurs, quoi. Si on revient, par exemple, au niveau de l'hôpital Héraldo, au temps de Sangaré,
En total, il y avait eu 34 morts au tout début. Les 34 morts, nous on est arrivés, trouvé que le DG a ordonné d'enterrer tous les corps. Quand moi je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il restait 7 corps. Et mon petit frère fait parmi des 7 qui n'ont pas encore été enterrés. Ça a coïncidé qu'il nous a convoqués à sa direction pour dire, bon, d'aller enterrer tous les corps, mais de passer à la caisse prendre 300 000 francs chacun. Quand il a fini, il a demandé si nous avons quelque chose à dire. Moi, j'ai soulevé ma main. J'ai dit, est-ce que c'est le gouvernement qui vous a ordonné d'enterrer les corps? Ou bien c'est vous, votre propre gré? Parce que si on enterre tous ces corps, on va faire le toxile avec quoi après? Ces jours avec Sangaré, on ne s'est pas entendu. Il a pris ses bagages, il est sorti avec son personnel, puis nous laissé dans la salle. C'est de là-bas, moi je suis monté au ministère, j'ai demandé aux IDA là, je passais par le ministre de la Santé. Il a fait appeler. Quand il est arrivé, il a dit... Bon, il était coincé parce qu'en fait, personne ne l'a donné l'ordre de faire enterrer les corps. Donc ça a été des ping-pong ces jours-là. Donc le ministre de la Santé m'a dit, ah, Monsieur Victor, ce qu'on peut faire, c'est de vous demander qu'est-ce que vous voulez exactement pour que nous puissions vous aider. Moi j'ai dit non. D'abord, les 7 corps qui restent là, nous voulons que l'armée creuse les tombes. Parce que ce sont nos balles même, ce sont nos enfants et respect qui est venu tirer là-dessus. Il faut que l'armée creuse les tombes, mais c'est les parents des victimes qui vont aller choisir le cimetière à laquelle on va enterrer nos morts. Il y a un carré des martyrs qui a été, c'est ça. Voilà, qui a été réservé pour les martyrs au cimetière municipal. Voilà, au cimetière municipal. Alors donc, ils nous ont recommandé un colonel de l'armée qui est à Goumé. Il nous a fait accompagner par des... J'ai dit, bon, on ne combat pas le cimetière municipal. C'est à l'entrée là, on a regardé, j'ai dit, bon, est-ce qu'ici, là, c'est occupé? Ils ont dit non. J'ai dit, alignez les tombes là, ici. Ça s'est passé ici. Mais les 300 000, nous, on dit qu'on ne veut pas. Non, le ministre nous a dit non, de prendre. Mais le cercueil, c'est l'État qui a tout payé. Mais vous avez vu le jour de l'enterrement là. Ça, c'est la dignité humaine là même que ces gens-là ont voulu saboter. C'est pas bon. Parce que les enfants qui sont sortis, ils sont morts. Et vous allez aller les enterrer à la hâte. Et puis chacun n'a qu'à aller montrer maintenant là où il trouve les tombes. On ne peut pas accepter ça. Donc nous avons eu des déboires depuis le début. Je peux dire jusqu'à maintenant là. Mais là, ce qui nous soulage un peu aujourd'hui, on sait ce qui se passe dans ce pays-là aujourd'hui. Avant nous, le peuple n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Mais avec le capitaine Traoré là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dire. Nous-mêmes, on est burkinabés, mais on ne savait pas qu'on nous avait vendu à un franc symbolique même. Le pays n'avait plus son vrai visage. C'était d'autres mecs qui commandaient notre pays. Alors, je reviens à Zerbo. Avec le recul, Sidiki Zerbo, quelles sont les leçons que vous retenez de l'insurrection, bien qu'étant observateur externe? Bon, l'insurrection en tant que telle fut une belle œuvre historico-politico-populaire. Bon, puisque... Mais est-ce qu'elle a été parfaite? Intrinsèquement, l'insurrection en elle-même, intrinsèquement, fut une bonne chose. Mais c'est par la suite que les acteurs, les principaux acteurs, les artisans, les doctrinaires, les thésards et les architectes de cette insurrection-là n'ont pas été à la hauteur des enjeux de l'histoire. Je pense que les acteurs du premier plan, surtout le gouvernement élu démocratiquement après, n'a pas su réaliser les aspirations et les attentes du peuple. Puisque on constate que, par la suite, ce qu'on accusait à Blaise Compaoré, les griefs, les chefs d'inculpation contre Blaise Compaoré, se sont manifestés après sous le pouvoir démocratiquement élu. Bon. Vous parlez là de la question du chômage? Non, pas le chômage. La vie chère? L'une des raisons pour lesquelles les jeunes ont osé braver Blaise Compaoré, c'était aussi la lutte contre la corruption, le clientélisme et la gabégie. Mais on constate que, après, ces mots étaient revenus en force. Je sais que j'ai en face de moi un des acteurs, bon, j'ai à ma droite, un des acteurs majeurs de l'insurrection. Bon, je ne le vise pas personnellement. Je ne m'en voudrais pas de viser M. Bené Weleka, je n'ose pas. Mais je pense qu'à un certain moment de l'histoire,
ceux qui nous ont aidés à mettre Blaise dehors n'ont pas fait mieux que Blaise, puisque à un certain moment, on a vu un certain laisser-aller, un clientélisme, de l'impunité, de l'injustice au Burkina Faso, que nous n'aurons jamais cru que cela pourrait se faire après l'insurrection. Puisque le célèbre slogan... plus rien ne sera comme avant. Donc, et je pense que franchement, bon, puisque le Burkina Faso est en guerre, nous sommes en bagarre, donc nous les civils, les intellectuels, on n'a quand même pas venu se faire la bagarre sur un plateau. Maître, je n'attaque personne, hein. Mais je pense que... Il va réagir. Mais je pense qu'à un certain moment, ce n'est pas méchant, mais sur le pouvoir du président Roch quand même, il y a eu trop de... Est-ce que vous voulez dire que l'insurrection a été inachevée, comme le pensent certains? Non, puisqu'il y a eu des détournements que nous ne voulions plus voir au Burkina. Il y a eu des détournements qu'on voulait voir au Burkina Faso. Il y a eu des nominations fallacieuses et fictives qu'on ne voulait plus voir. Puisque quand les jeunes ont mis Blaise à la porte, on voulait un Burkina Faso plus juste, plus équitable, et surtout un Burkina Faso méritocratique. C'est-à-dire à chacun selon ses dons et ses mérites. Mais par la suite, on a vu franchement des situations malencontreuses qu'on n'aurait jamais pu imaginer un instant, qu'après Blaise nous verrons cela. Donc c'est ce qui me pousse un peu à dire que l'insurrection en elle-même, intrinsèquement, de façon inhérente à l'insurrection, c'est une belle chose, mais ce sont les accoucheurs de l'insurrection, les acteurs et les architectes là, qui ont un peu trahi les attentes, les aspirations, les idéaux et les rêves de la population burkinabé à cet moment. Benewende, qu'avez-vous à dire pour vous défendre? Non, c'est pas pour me défendre, hein. On n'a pas à se dédouaner. Moi, je comprends Sidiki Zerbo. Hein. Et ce qu'il dit, c'est aussi ce que beaucoup de jeunes pensent. Et moi, en tant que responsable d'un parti politique qui a été en 2015 aux élections, avec un projet de société où notre discours était « achevons la révolution ». C'est ce que nous avons dit en 2015. Parce qu'on était conscient que les 30 et 31 octobre 2014, vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on s'attendait au départ de M. Blaise Compaoré? Et je vous ai dit, c'est le rap, comme d'ailleurs quelqu'un l'a dit, un militaire, Bonté, qui fut ministre pendant longtemps de M. Blaise Compaoré, pour ne pas le citer, Djibril Bassolé, le terrain commande la manœuvre. Et comme le terrain a commandé qu'on demande la démission de Blaise Compaoré, eh bien lui-même il a compris au regard de l'enthousiasme populaire qu'il ne pouvait pas rester, il est parti. Mais après son départ, le siège du chef de file de l'opposition politique a été immédiatement fermé. C'est comme si, effectivement, et pas des architectes de l'insurrection, avaient fini leur mission avec le départ de M. Blaise Compaoré. On n'a pas pensé à après. L'autre fait remarquable, c'est la succession de ceux qui voulaient le trône après le départ de Blaise Compaoré. Vous avez suivi ce balai-là avec les tentatives de prendre la télévision nationale. Et suivez mon regard. Il y en a finalement qui ont laissé leur plume. Tout simplement parce que ce n'était pas dans l'agenda de l'opposition politique de discuter de l'après. Donc c'est comme si c'était un fait accompli. L'autre élément majeur, c'est l'intervention de la communauté dite internationale, qui s'est tout de suite dépêchée à Ouagadougou pour essayer de dire, bon, écoutez, les carottes sont cuites, mais il faut faire une transition. J'allais dire qu'on nous a même imposé 12 mois. Hein. Il y avait l'Union, même l'Union européenne. Je ne sais pas qu'est-ce que les Européens viennent faire dans la souveraineté du Burkina. Il y avait l'Union africaine, il y avait la CEDEAO, il y avait toutes ces communautés. Et les réunions se faisaient à l'AICO pour dire on se trace une feuille de route
pour créer les conditions de la succession de Blaise Compaoré après la transition. Donc vous avez vu qu'après cette transition de 12 mois, les élections de 2015, c'était quand même des élections propres. Ce sont des élections qui ont été acceptées. Mais la gestion du pouvoir n'a pas répondu aux attentes insurrectionnelles. Et souvent, je cite, malheureusement, le docteur Salifou Diallo n'est plus de ce monde, paix à son âme. Chaque fois, il disait, mais l'insurrection là, elle est sankariste. Regardez l'insurrection avec les slogans, tout ce qui se disait, c'est l'image de Sankara qui a refait surface. Eux, transfuges du CDP, le MPP, ils avaient les moyens pour prendre le pouvoir d'État, mais ils ne pouvaient pas le gérer tant qu'on n'a pas renoué avec un régime éminemment révolutionnaire qui accepte la rupture. Et Salifou Diallo, en tant que président de l'Assemblée nationale, président du MPP, à un moment donné, avait compris ça. Et il a changé même son discours. Avant sa mort, il a même osé dire qu'il y a des ministres qui vont venir à l'Assemblée nationale et la porte va être trop petite pour ces ministres-là, tant qu'ils ne seront pas dans une certaine envergure pour oser la rupture. Donc, les jeunes qui disent aujourd'hui que c'était la déception ont quelque part raison, parce que les changements attendus, les espoirs attendus à travers l'insurrection, nous avons dit que ce n'était pas seulement le départ de Blaise Compaoré, mais de tout le système auquel il fallait une alternative crédible pour régler les problèmes des Burkinabés. On n'a pas pu le faire. Jusqu'à ce que les attaques terroristes viennent aggraver la situation. Les attaques ont eu lieu dès 2015. Donc, vous aviez des questions sécuritaires aux côtés des questions sociales et existentielles. Donc, vous comprenez que c'était difficile. Ah oui, tout était prioritaire. Et quelqu'un l'a dit, tout est urgent. C'est le président, le capitaine Ibrahim Traoré, tout est urgent. Donc, face à cela, la déception se faisait lire, elle était palpable, parce que les questions sont restées en l'état. Avec beaucoup de recul maintenant, quelles leçons est-ce que vous retenez de cette insurrection? La première des leçons, c'est que une insurrection, c'est pas de gaieté de cœur. Donc, il faut, pour éviter une insurrection, régler les problèmes des masses. Il ne faut pas fuir ses responsabilités devant les préoccupations des peuples. Ce que, par exemple, les victimes aujourd'hui disent, c'est dommage qu'on n'ait pas pu, face par exemple à des gens qui ont sacrifié leur vie pour un pays, trouver des solutions pour les héritiers, pour les ayants droit, pour les blessés, pouvoir les soigner, pour les enfants, pouvoir les scolariser conséquemment. Mais, Dieu merci, au moins il y a la reconnaissance nationale à travers le carré des martyrs, et les parents se sont battus pour qu'il y ait le carré au niveau du cimetière. L'État en a fait une journée des martyrs le 31 octobre. Et quand vous arrivez, vous avez la liste nominative de tous ceux qui sont tombés. Mais il y a la justice qu'il faut leur rendre. Et cette justice a pour corollaire également les indemnisations qui doivent intégrer une certaine satisfaction au plan moral pour soulager les familles. Au-delà même de cette indemnisation, il y a la justice en tant qu'homme de droit. Il y a la justice, il faut constituer la responsabilité qui a tiré et qui est responsable de ces morts et de ces blessés. Oui, moi je suis ceux-là qui combattent. On ne parle plus. Oui, mais il faut en parler. Sinon, l'impunité que nous avons toujours dénoncée, l'impunité, la corruption, pour avoir une société vertueuse, il faut commencer par là. Il faut que la justice actionne sur un certain nombre de dossiers qui sont restés dans les tiroirs. Parce que c'est ça la mémoire vive de notre histoire. Savoir à un moment donné, vous voyez, des faits se sont passés il y a plus de 100 ans et on revient là-dessus. Donc, si un régime en place peut régler ces questions, mieux vaudra pour nous.
au lieu de les repousser à demain. Parce que tôt ou tard, la justice se dira, elle va se faire, forcément. Monsieur Pouaoulabou, la question de la justice, on a l'impression qu'elle ne revient pas au devant de vos doléances. Ou est-ce juste une appréhension? Je vais pas commencer par la justice d'abord, je vais commencer par, depuis l'insurrection populaire là, c'est que la jeunesse comptait avoir se libérer en chassant Blaise Compaoré. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu une récupération après. Donc, les inspirations du peuple n'ont pas été suivies. Et c'est ça qui nous a amenés jusqu'à les coups d'État se sont enchaînés. Parce que comment c'est les anciens qui étaient à Blaise là, c'est les mêmes qui sont revenus avec Roch. Donc les mauvaises manières là, c'est ça qui est continué. Et c'est ça qui a amené notre souffrance pendant des années. Même, il y a des, j'avais dit à son temps, même dans les médias, j'ai dit non. Il y a le président Roch parfois prend des décisions. Il appelle un ministre, il dit que ben, faites ça, faites ça, faites ça. Je ne veux plus que ça là, ça se fasse. Je veux que ça soit fait vite. Quand il sort, c'est fini. Moi, au niveau de l'action sociale, on m'a rejeté plusieurs fois. On refuse de me recevoir même là-bas. J'étais devenu un emmerdeur, quoi. Un jour, je les ai dit, je ne viens pas mendier ici. Je suis venu pour une cause des enfants. Jusqu'à, ils ont détourné de l'argent pour les veuves et puis les veufs. Et moi, j'ai remarqué ça, j'ai vu. Ce n'est pas qu'on m'a dit. Et j'ai écrit au président Roch, il a convoqué le ministre là, avec son staff. Quand il est venu, mais est-ce que c'est que le président a dit est vrai? C'est vrai. Remettez-moi l'argent là, je ne veux pas que ça se recommence. Le lendemain, tout l'argent a été remis. 3 mois après. Donc, vous voyez, Roch, ce n'est pas qu'il n'est pas bon, mais c'est les vautours qui l'entouraient là, ce n'est même pas la peine. C'était exactement la même chose que Blaise, le travail que Blaise faisait là. C'est les mêmes qui sont revenus entourer Roch. Même s'il veut bien faire, il ne peut pas. Donc c'était le système qui était c'est le problème. un système, ça s'est juste déplacé seulement. Il y a eu un petit déplacement. Donc, sinon, si c'était vraiment d'autres jeunes qui étaient entourés, d'autres personnes qui avaient entouré Roch, peut-être ils n'allaient même pas partir. Mais malheureusement, pour nous, voilà, beaucoup se sont enrichis. Mais quand un PC dur est arrivé là, il y a combien qui ont fui sortir? Ils n'ont qu'à rester. Non, s'ils pensent qu'ils sont blancs comme la neige, ils n'ont qu'à rester. Pourquoi ils sortent? Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Donc, la jeunesse là, vous voyez aujourd'hui là, pour qu'on dit que les mauvaises personnes qui viennent récupérer nos enfants pour aller les former, aujourd'hui avec le VDP là, est-ce que les jeunes là, quand le gouvernement a lancé là, les gens là courent d'eux-mêmes pour aller? Parce qu'ils n'ont pas eu satisfaction depuis le départ. Maintenant, nous tous, on sait que non, avec un PC2, ce gouvernement-là, on a l'espoir. Parce que tous les voleurs, les gros voleurs là, ils ne peuvent plus travailler avec Ibrahim. Ils ne peuvent pas. Alors, revenons à la question de la justice. Maintenant, au niveau de la justice, à son temps, ils avaient dit qu'ils allaient finir le jugement de Thomas Sankara et puis attaquer ceux de l'insurrection populaire. Mais nous, on a poursuivi jusqu'à maintenant. C'est toujours statu quo. Mais nous, on réclame jusqu'à maintenant, là, on réclame justice. Parce que ça ne peut pas rester comme ça. Qui a fait quoi? Il faudra que les responsabilités soient situées. Mais sinon, en tout cas, ce peuple-là, c'est un peuple qui est très... C'est un peuple qui est très fort. Si ça a recommencé demain, là, je pense que nous, on aura encore plus le courage pour sortir. Parce qu'on est fatigué. C'est pas que ça se recommence. Vraiment. Non, c'est-à-dire, aujourd'hui, là, en tout cas, nous tous, on est prêts toujours pour sortir. Parce que nous, on accompagne ce président-là. Lui, il sait pourquoi il est venu prendre le pouvoir. Il sait. Donc, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Oui, donc, mais il faut que ça termine bien. Il faut que tout le monde l'accompagne. bien sûr. Ouais. Sidiki Zerbo, justement, je rebondis sur ces propos de Pouaoulabou, Victor. Selon vous, est-ce que les aspirations du peuple sont assouvies, sont en cours d'être assouvies sous le RPP? Bon, puisque nous sommes dans un processus qu'on a engagé, dans une dynamique, donc il est trop tôt de statuer, d'affirmer
que les aspirations du peuple sont satisfaites. Mais par contre, nous sommes sur une bonne dynamique. Puisque si on veut un poussin qui va donner un bon coq de main, on peut prendre point par point, très rapidement, vu le temps qui nous reste. La question du chômage. On a vu ces multiples initiatives qui ont été lancées pour résorber un peu cette question. Bon, si vous permettez, je vais essayer d'être un peu clair, objectif. Bon, je ne pense pas que Ibrahim Traoré soit là pour lutter contre le chômage. Non, puisque on ne peut pas l'en vouloir sur ce point-là, puisque le contrat initial, la convention première et l'accord originel qu'il a entre nous et le capitaine Traoré, c'est l'insécurité. Donc, moi je prie Dieu, je prie Dieu qu'il nous aide à vaincre le terrorisme. C'est ma prière. Bon, parce que c'est quand on est en paix qu'on cherche du travail. Donc, moi je prie Dieu d'abord que le capitaine puisse nous aider vraiment à pouvoir vaincre le terrorisme. Là, c'est la condition, bon, là, c'est la base d'abord. Maintenant, pour le chômage, je pense que, bon, il a hérité, comme l'a dit le tonton, des tares depuis 30 ans, depuis 27 ans. Donc, c'est un peu dur, en 3-4 ans, de demander au capitaine Traoré de faire le miracle de l'emploi. Mais pour le moment, ce que moi je le demande surtout, c'est que Dieu l'aide à nous sortir de ce bourbier, de cet enfer du terrorisme-là. Parce que, bon, moi, je suis d'une zone un peu rouge, je suis du Sourou. Et j'ai eu la chance, avec des yeux d'enfant, de voir l'Anfiera, Di, avec les hippopotames, l'île de Thomas. Et aujourd'hui, je ne peux plus voir ça. Donc, mon souci premier aujourd'hui, c'est que je prie Dieu que le capitaine Traoré ne me trouve pas du travail, mais qu'il m'aide à aller à Tougan, à Djibou, à Tongomaël, à Yako en paix, et puis revenir. C'est ça ma prière. Mais par contre, je voudrais, si vous permettez, revenir par rapport... Bon, c'est pas un débat frontal avec le tonton Benouane Sankara. Mais c'est pas un débat... C'est juste une question. Bon, c'est comme ça le terrorisme. Bon, je pense que vous avez un peu cristallisé, polarisé les coups du terrorisme sur Blaise Compaoré. Bon, je ne défends pas Blaise, mais je pense que la crise du terrorisme là, nous sommes plus fautifs au Burkina, mon cher maître Benouane, nous sommes plus fautifs. Pourquoi je dis cela? Bon, moi je suis un appel à la révolution, mais je ne sais pas, quand les chefs terroristes étaient à Ouagadougou, quand les parrains du terrorisme étaient à Ouagadougou, quand les terroristes tapaient au Mali et venaient se réfugier à Ouagadougou, quand les rebelles faisaient la terreur, l'épouvante en Côte d'Ivoire et venaient au Burkina Faso, combien d'intellectuels, combien d'hommes politiques, combien de chefs religieux, combien de chefs coutumiers, combien d'enseignants-chercheurs ont eu le courage, la témérité, la bravade pour dire à Blaise Compaoré, arrête ce que tu es en train de faire là. Mais nous, on l'a fait. Mais ce que je veux dire, est-ce que ça a été fait haut et fort? Ah si, jusqu'à présent, je me demande même, quand les motards, belles motards, les Ali Doubel, les Agali faisaient la Dolce Vita à Ouagadougou, où est-ce que vous étiez, les chers tontons? Il a fait la sourde oreille. Vous pouvez interroger la presse de l'époque. Il y a encore des coupures de journaux qui vous diront que des voix se sont exprimées pour dire que c'est pas bon. Tout comme quand les Guillaume Soro ont été hébergés ici pour aller attaquer la Côte d'Ivoire. Moi, je me souviens, notre groupe parlementaire à l'époque était en session, en journée parlementaire. Immédiatement, nous avons suspendu nos journées parlementaires pour condamner le fait que les rebelles aient été hébergés au Burkina pour aller attaquer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la situation est comment? Ce n'est pas parce que des gens ne se sont pas exprimés, mais ce n'est pas des voix qui comptaient. C'est cela qui a entraîné l'insurrection. Puisque quand vous posez des problèmes objectifs et que ceux qui sont au pouvoir ne vous écoutent pas du tout, n'oubliez pas les formules, hein, si tu fais, on te fait. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien et il n'y aura rien. On a évolué de l'ODPMT au CDP, etc., etc. Donc, c'est l'entêtement. Chaque fois que j'emprunte l'expression bovin à mon cousin, l'entêtement bovin du pouvoir qui nous a amenés dans ce bourbier. Autrement dit, les mécanismes de dialogue existaient. Même à l'origine, la philosophie du chef de file en tant qu'institution, là, c'est pouvoir dire à la majorité, au pouvoir, faites attention. N'allez pas sous cet angle, faites attention à ceci, à cela.
Donc ça a été fait. Pas les partis politiques, pas les associations, pas les syndicats, pas des observateurs, des libres penseurs. Parce qu'on voyait venir. Malheureusement, ils n'en ont pas tenu compte. Et quand lui, il a fui, les autres sont partis. Comme on le dit, quand les chiens meurent, c'est les tiques avec. Voilà. Sinon, on l'a fait. Alors, on va donner... Moi, je n'ai pas encore fini la question. Allez-y. Bon, et maintenant, là, j'ai bien compris ce que Maître Sankara a dit. Bon, mais comme dernier mot sur l'insurrection, bon, pour ma part, bon, je me suis dit peut-être que si c'était à refaire, parce que j'ai posé la question à Maître Bruno tout à l'heure, si est-ce qu'on avait projeté le Burkina Faso sur un écran en 2014 et on nous avait projeté en 2025. Il a eu à répondre à Est-ce que non, j'aurais aimé que vous preniez la même question. Mais comme vous ne me l'avez pas posé, je me la pose alors. Bon, l'insurrection devait se faire. L'insurrection devait se faire. C'était une condition sine qua non pour le police de Burkina Faso. Mais seulement, il fallait juste gommer quelques acteurs et mettre des hommes qui auraient été à la hauteur de la tâche, à la hauteur des enjeux et des responsabilités de l'histoire. C'est ce que je voulais ajouter, madame. Et qui tient la gomme? La jeunesse. Le peuple. Nous allons donc garder cela comme mot de fin. On voit que M. Pouaoulabou a un peu de mal, mais nous sommes à la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs. Encore merci à nos invités, Maître Benewende Sankara, Boubacar Sidiki Zerbo et Victor Pouaoulabou, d'avoir pu nous permettre de nous remémorer ce souvenir du 31 octobre 2014 et de nous projeter vers le futur. L'émission, elle n'est pas finie, elle se poursuit avec le Ils ont dit. Il a institué 3 types de communes. La commune de moyen exercice, avec des ressources budgétaires propres annuelles inférieures à 50 millions de francs CFA. La commune de plein exercice, avec un budget propre annuel supérieur à 50